Bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui à la rencontre. Je m'appelle Émilie Paquin, je suis finissante à la maîtrise en communication à l'UQAM en jeux vidéo édification. Et je vais vous parler en fait un peu de mon analyse et mes résultats préliminaires de ma recherche que j'ai faite l'été passé. Ces 3 groupes de jeux de rôle que j'ai étudiés en fait pour comprendre leur dynamique, mais aussi pour comprendre c'est quoi qui fait en sorte qu'ils sont cohésifs en tant que groupe. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au niveau des individus, moi je suis allée au niveau des groupes. Comme vous allez le voir dans ma présentation, ça n'a pas vraiment été fait et c'est assez innovant, puis ça a été beaucoup demandant, mais c'est ô combien enrichissant après pour la science. Donc je me présente rapidement, ça c'est ma belle face quand j'avais les cheveux courts. Je suis donc étudiante, comme vous l'avez vu à l'UQAM. J'écris pour jeux.ca. Dans le temps aussi, il y a une section jeux de rôle, donc en ce moment elle est un petit peu moins présente, mais je contribue quand même à jeux.ca. Et je contribue aussi avec TIS. Avec TIS, c'est une plateforme surtout académique pour l'instant, où est-ce qu'on s'intéresse beaucoup au monde du jeu en général, le jeu vidéo, pas juste du jeu de rôle sur table. Et en fait, on a une série d'entrevues, des articles, des podcasts, des vidéos. Puis on essaie vraiment d'y aller en profondeur à comprendre c'est quoi le jeu. Puis on demande des contributions des gens aussi si jamais ils veulent comme faire un podcast une fois. Puis ils vont j'ai juste le goût de parler de ça. Puis ils veulent pas comme rien, pas d'attachement, rien. Mais ils peuvent juste nous donner ça. Puis on le publie sur Reddit. On se l'approprie pas évidemment. On peut juste dire telle personne nous partage ça. Donc ça, c'était ça pour ça. Qui suis-je aussi? Je suis une joueuse de jeux de rôle depuis à peu près 10 ans. J'ai commencé à vraiment m'impliquer dans le jeu de rôle quand j'étais au cégep de Lionel Groulx, aux groupes sociaux de la guilde. Et c'est là que j'ai commencé à faire ok, je comprends un peu plus c'est quoi Donjon Dragon, je comprends un peu plus c'est quoi les LARP, je sais c'est quoi. Ok, c'est pas juste une gang de personnes qui s'en vont dans les bois en fin de semaine. Ok, je comprends beaucoup plus que ce que c'est. Et j'ai été aussi accueillie par un bon nombre de personnes dans la communauté. J'ai trouvé beaucoup de plaisir en fait avec eux. C'est là que j'ai appris les différents systèmes, comment ça fonctionnait. J'ai fait beaucoup de one-shot, j'ai fait beaucoup de groupes différents. Donc jamais, je restais avec le même groupe. Moi, je butinais un peu pour en apprendre plus. Et c'est les LARP, j'en ai parlé. Et juste avant de faire ma maîtrise, j'ai passé du cégep et j'ai directement été au baccalauréat en communication à l'UQAM encore, puis c'est en relations humaines. Donc, je sors du cégep où est-ce que la communauté était principalement des guildeux, comme on les appelait, puis c'était des gens qui s'intéressaient aux jeux de rôle. Et là, j'arrive dans des cours en com où est-ce qu'on parle de relations interpersonnelles, qu'on parle de relations dans les groupes, des dynamiques. Puis là, je dis, mon Dieu, j'arrive à faire des liens finalement, puis c'est donc bien le fun. Je pense que ça serait le fun d'écrire quelque chose là-dessus, et de là, ça en est sorti de ma recherche. Donc, de quoi parle ma recherche plus précisément? En fait, par rapport à la communauté, on voit plein de choses qui sont décrites. On parle, il y a un intérêt toujours présent dans l'industrie, dans l'ancien panel qu'on a vu, on en a parlé, il y a Critical Role, il y a ci, il y a ça, il y a des conventions où est-ce que le jeu de rôle est toujours présent. Donc, c'est ça, pratique, stream et convention. Mais la recherche sur le jeu de rôle n'est pas vraiment poussée dans le milieu académique. On est vraiment dans le MMORPG. Et pourquoi? C'est surtout que quand World of Warcraft est sorti, c'était comme monumental. Il fallait absolument qu'on se penche là-dessus. C'est un phénomène tout à fait nouveau aussi. Et les recherches sont beaucoup plus poussées justement sur cet aspect de communauté, socialisation, c'est quoi le truc en général. Mais encore une fois, on n'a jamais parlé au niveau des groupes dans les jeux de rôle. Par rapport au groupe, moi je veux vraiment savoir comment les gens ils jouent ensemble. Est-ce qu'il y a un impact finalement quand on joue, quand on est plus dans notre personnage ou quand on est plus en hors-jeu, qu'on fait plus d'humour? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens restent unis, restent engagés? Qu'est-ce qui fait que finalement le groupe s'unit et reste ensemble? Oui. Donc moi j'ai pas vraiment trouvé de truc académiquement parlant. Et j'ai fait, je dois quand même construire une problématique, ça fait partie de la maîtrise. Donc, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des recherches qui avaient été faites sur les conflits et les relations par Bauman. Et elle s'intéresse vraiment à tout ce que j'ai écrit, comme la fragmentation du groupe, les complications dans les relations qui sont des fois de pouvoir, des relations intimes, des objectifs cachés, notamment le méta, par exemple, ou la compétition, dans un jeu de rôle qui est censé être collaboratif à la base. Donc là, on voit comment les conflits peuvent émerger effectivement. Mais c'est pas encore une fois que sur... on focalise encore l'attention sur l'individu. Comment l'individu vit sa relation dans le groupe, plutôt que de voir comment le groupe, en tant que tel, crée ces conflits-là.
J'ai vu aussi des recherches sur le développement social et mental. Pourquoi? Un jeu de rôle joue sur ces deux dimensions-là, notamment par l'empathie. L'empathie, c'est l'intelligence empathique de Arnold. Et lui, il se dit, on arrive à se mettre dans un monde, dans un espace, dans un personnage qui n'est pas le nôtre. On est capable de se visualiser à autre part que nous. Donc, on est capable de ressentir de l'empathie plus facilement avec le jeu de rôle. Il y a aussi les liens sociaux qu'on peut créer. Il y a un engagement plus fort aussi par le jeu de rôle. Juste le médium du jeu de rôle, on est capable de créer tout ça. Mais encore une fois, on ne parle pas de dynamique. On parle juste de, on a vu ça, puis c'est comme ça que ça s'est traduit. Mais on n'a jamais regardé c'est quoi qui se passe dans un groupe, encore une fois. C'est bon. Je dis qu'il n'y a pas beaucoup de sujets, mais ça c'est ma Bible depuis maintenant quelques temps. Ce magnifique livre est sorti en avril 2018 et le titre c'est Role Playing Game Studies, Transmedia Foundations. Et ça, mes amis, vous le voulez parce que c'est une Bible qui vous explique non seulement c'est quoi le jeu de rôle, les différentes sortes de jeux de rôle, comment les jeux de rôle dans la recherche ça s'est développé, dans quel courant ça s'est développé. Donc, moi, j'étais comme, wow, c'est trop malade, donc moi, ça m'a vraiment inspiré pour mon analyse. Mais encore une fois, devinez quoi? Il n'y a pas de groupe! On parle pas de groupe, on parle encore des individus. Mais c'est vraiment le BSI, je vous conseille de l'avoir pareil. C'est bon. Donc, ma question de recherche est donc focalisée, vous l'avez bien deviné, sur les groupes. Donc, comment les groupes de jeux de rôle sur table arrivent à se maintenir dans le temps? De un, quels sont les différents indicateurs qui facilitent la cohésion? Puis, c'est quoi les différentes dimensions qui permettent aux gens de s'identifier à un groupe? Parce que, comme on va le voir plus tard, la cohésion et l'identification, c'est très relié, mais il y a plusieurs moyens d'arriver au même point. Donc, comment j'ai fait ça? Je vous l'ai dit un peu au départ. Moi, j'ai fait une méthodologie de type qualitative, c'est-à-dire que j'étais allée sur le terrain observer des choses et j'ai fait des entrevues. Donc, il n'y a pas tant de qualitatif là-dedans. J'ai pris, dans le fond, 3 groupes, dits groupes naturels. La seule différence avec groupe en laboratoire, c'est que ce n'est pas les gens qui sont venus dans un groupe de recherche. Même c'est moi qui me suis déplacée directement chez les gens et j'ai été voir ce qui se passait directement dans leur cuisine-salon. Avant les 3 séances d'observation, ça c'est littéralement quand il y avait 3 séances de jeu, moi j'y allais aux 3. Et juste avant ces séances-là, j'avais une séance introductive qui, dans le fond, j'essayais juste de comprendre c'est qui le groupe, puis de leur dire je suis qui, moi l'inconnu qui arrive dans le salon de cuisine. Puis rétroactive, c'est à la fin des 3 séances et je leur demandais voilà ce que j'ai trouvé sur votre groupe, votre dynamique. Est-ce que je touche à quelque chose ou je suis total dans le champ en ce moment? Puis la plupart du temps, j'étais quand même on point, mais c'était bien d'avoir le focus de se dire ok, mais vous pensez que comment je le vois maintenant d'un œil externe, est-ce que ça représente vraiment ce que vous vivez? C'est bon? Donc mes critères, c'est qu'il fallait que ça soit des modestes adultes, parce que pour la certification ici, tous ceux qui sont dans le monde académique, vous savez que quand on est mineur, c'est bien plus compliqué, donc je ne voulais pas me casser la tête avec ça. Résident de Montréal et les alentours, tout simplement parce que je me déplaçais, c'est moi qui me déplaçais, donc j'avais pas nécessairement les moyens de me rendre à Rimouski ou Trois-Rivières, donc je me restreignais aux places que je pouvais me déplacer facilement. Le nombre de joueurs, moi je me donnais de 5 à 6 joueurs, incluant le maître de jeu, tout simplement parce qu'à partir de 4 membres, c'est là qu'on peut vraiment observer qu'il y a plus de liens entre des gens qui se font que le nombre de personnes présentes. Donc 4 personnes qui jouent plus un maître de jeu, c'est là que ça devenait intéressant. Mais vous allez voir un peu plus tard, je vais dépasser ce nombre-là, mais pour le bien de la cause. Les membres doivent se connaître depuis au moins 1 an, tout simplement parce que si on étudie comment les gens se maintiennent dans le temps, si on le fait moins qu'1 an, ben là on perd un peu de nuances s'ils font juste se connaître depuis 2 ans, je veux dire 2 mois. Puis le choix du jeu revient entièrement au groupe, c'est-à-dire que moi je ne brise pas leur habitude, j'arrive sur place, ils font comme d'habitude, puis c'est moi qui m'adapte. J'ai fait un beau petit tableau pour résumer les groupes, le nombre et les séances de jeu. Le groupe 1, il y avait 5 joueurs, il y avait une femme, 3 hommes et une personne non-binaire. Dans le groupe 2, il y avait 7 joueurs, 2 femmes et 5 hommes. Dans le groupe 3, il y avait 5 joueurs, 2 femmes et 3 hommes. Et les séances de jeu, pour les 2 premiers groupes, ça se ressemblait, c'était mi-mensuel. Puis pour le groupe 3, c'était 1 fois par mois quand moi j'y étais. Et je suis très contente et très fière de présenter ce tableau-là, tout simplement parce que j'ai pogné des groupes mixtes. J'avais vraiment peur au début que ce soit juste une gang de gars, mais je suis vraiment contente d'avoir cette mixité et de pouvoir vous dire non, il y avait aussi des femmes et des personnes non-binaires dans ma recherche. Bon, les limites et les défis de ma recherche, avant que je vous présente ces beaux résultats.
Quand on fait une observation de terrain, on va toujours dire « Ah, il ne faut pas que tu présupposes des choses, il faut que tu laisses le truc puis tu fais juste l'observer. » Mais quand tu es une joueuse, toi aussi, puis tu vois des choses se passer, mais il ne faut pas que tu dises oh, « Moi, je ne pas ça de même. » Non, il faut justement que tu sois « Non, je dois être dans la compréhension du phénomène plutôt que d'être dans l'évaluation. » Mon point suivant, c'est ça que quand j'étais en entrevue, je voulais pas, surtout rétroactif, je voulais pas arriver et leur dire bon ben j'ai vu ça, donc je vous évalue 2 sur 10 pour votre aspect cohésif. Non, c'était pas du tout ça. C'est encore dans une compréhension, c'est vraiment je veux comprendre comment vous vous organisez. Demandez l'avis de tout le monde, parce qu'il y en a des bavards, mais il y en a des moins bavards. Il faut avoir l'avis de tout le monde. Tout le monde contribue au groupe, tout le monde contribue à la recherche. Puis la prise de contact et rendez-vous, ça a été mon truc le plus difficile. De un, faites-le pas en été. Parce que les joueurs de jeux de rôle, ils font pas souvent en été, ils sont surtout en vacances. Donc, pas mettre de pression, puis toujours être flexible, constamment. Puis, c'est ça que je pense qui fait en sorte que les gens ne font pas nécessairement de recherche dans les jeux de rôle, surtout avec des groupes naturels, parce que c'est tough. C'est tough de devoir constamment se plier, même si c'est enrichissant à la fin, c'est quand même difficile de se plier et d'être toujours là. Donc, on va commencer par la première des 3 catégories dans mon analyse. La première, c'est, je tiens à mentionner le résultat préliminaire, c'est pas la fin de mon mémoire. Donc, les marqueurs et les constructeurs de cohésion. Donc, dans cette section-ci, on va surtout se baser sur qu'est-ce que les groupes faisaient de pareil et qui était d'une manière ou d'une autre cohésif. Oui, donc une grande tolérance envers l'ambiguïté et une grande flexibilité. J'ai oublié de marquer une grande flexibilité. Mais c'est ça, j'ai trouvé en fait que les groupes, autant dans leurs normes, dans la manière qu'ils procèdent, sont très flexibles et sont très tolérants à toutes sortes de petites ambiguïtés qui pourraient apparaître au sein des groupes. Par exemple, ce que j'avais noté, c'est que tout le monde, soit qui arrivait en retard, ou même s'il arrivait à l'heure, il ne commençait pas à l'heure dite que la partie allait commencer. Et là, je me suis dit, eh bien, OK, actuellement, dans les études, les retards ou les absences, c'est pas considéré comme de la cohésion du groupe. C'est considéré justement que ça pourrait laisser paraître que ça nous tente pas, ou on n'est pas capable de se fier à nos objectifs. Puis au contraire, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que justement, il y avait tellement cette flexibilité-là de se dire, on va s'adapter au reste du groupe constamment. On ne va pas prendre ça pour acquis, on va toujours devoir se réadapter. Par exemple, le fait que, mais je suis trop, les jeudis ou les vendredis, je suis trop short, est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça un peu plus tard ou une autre journée? Là, les gens ne vont pas faire, non, ils vont plutôt être dans un, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va résoudre le problème. Notamment, les groupes de jeux de rôle sont des gens qui résolvent des problèmes ensemble, donc on peut supposer que, évidemment, ça se traduit bien dans la tolérance envers l'ambiguïté. Et, j'avais-tu autre chose à dire par rapport à ça? Oui, c'est ça. S'il y a une absence, mis à part peut-être un des groupes, les absences, c'était généralement du genre bon, la personne n'est pas là, pas grave. Je vais prendre le scénario, on va le rechanger, puis on va essayer de s'adapter autrement. Puis moi, ça m'apparaît comme joueuse vraiment comme incroyable parce que même si le maître de jeu est excellent, même si les joueurs sont capables d'être flexibles, c'est quand même de se dire il y a une personne en moins qui peut nous aider à accomplir l'objectif final de notre groupe. Mais les gens se disent, c'est pas grave, on va quand même avoir du fun, on va régler le problème, on va essayer de tout pour le tout, d'essayer de pallier à ce problème-là qui est l'absence d'une personne. Donc pour moi, je trouvais ça super intéressant que même les imprévus les plus minimes pouvaient faire en sorte que ça ne change rien en fait pour le reste du groupe. Les lieux des parties sont stables, accueillants et hospitaliers. Pourquoi? Parce que il y a une norme un peu, je dirais pas juste à Montréal, mais notamment à Montréal, parce que c'est là que j'ai fait mon terrain, que habituellement, quand tu rentres chez quelqu'un, il y a cette fameuse norme de cogner. La personne vient t'ouvrir, bonjour, enlève ses souliers et va s'asseoir, peu importe. Dans tous les groupes que j'ai rencontrés, je ne sais pas si c'est pour tous les groupes en général, mais pour ces 3 groupes-là, pas besoin de cogner pour rentrer. Puis tu rentres, puis tu t'assois, puis boum, on a du plaisir ensemble. Et ça, pour moi qui est une inconnue, qui rentre dans des groupes, pas comme, pas ça, cogner, rentre, là, c'est débarré. Je suis comme, pardon. Je comprends pas qu'est-ce que vous me dites. Moi, je suis une parfaite étrangère, vous me connaissez pas, mais je rentre, puis c'est correct. Or, moi, je trouve que c'est ça, c'est des normes propres à ces groupes-là, évidemment, mais c'est de se dire, wow, OK, donc, les parties de jeux de rôle, c'est des gens qui ont créé justement cette chaleureuse place pour les gens qui se disent, on va créer quelque chose qui fait en sorte que quand on vient, là, c'est la norme de se dire, on est chaleureux, on est accueillant, puis on oublie un peu ce qui se passe à l'extérieur de l'appartement ou du condo, peu importe, on est là pour s'amuser.
Et ça, j'ai trouvé ça super de mon terrain parce qu'effectivement, c'est bien plus facile d'être avec des gens chaleureux. Mais c'est aussi que ça contribue, ça contribue aussi à une meilleure cohésion dans ce temps-là quand c'est plus chaleureux. Non, je ne veux pas vous donner faim, mais ça a un rapport, c'est l'alinage de bouffe. J'ai trouvé que les gens les groupes dans lesquels j'étais avaient ce rituel et qui était d'amener de la bouffe durant les séances de jeu. Il y avait effectivement des gens qui pouvaient amener leur souper durant les séances juste avant, mais jamais c'était juste la bouffe de souper. C'était principalement de la bouffe dessert ou sucrée de ce genre-là. Donc il y avait un rituel vraiment propre au groupe de on va amener soit des biscuits, soit des timbits, de la salsa, ou des accents score au matcha, c'était tellement bon, et la tarte au sucre. On se dit, c'est pas grave, qui amène quoi, ça va être au centre de la table, et tout le monde peut avoir accès à ça. Donc oui, il y a une majeure différence entre quelqu'un qui a acheté une boîte de biscuits et quelqu'un qui a confectionné des scones, mais ça change rien que la valeur symbolique qu'on attribue à on met quelque chose qu'on veut partager, ça a une valeur très cohésive et on s'identifie en fait à ça. Parce que tout le monde contribue, tout le monde continue en fait à amener ce rituel-là et de plus en plus ça fait que les gens s'y attachent aussi et continuent ce rituel-là. Je ne sais pas si votre famille est comme ça, mais quand je m'en vais à Noël chez ma famille puis qu'on a un gros buffet, mais ça veut dire on veut que vous veniez, on veut célébrer avec vous les gens qu'on aime et par cette nourriture, ben, je vous dis qu'on a préparé ça, que ça a coûté de l'argent, mais que c'est symboliquement, on vous aime, puis genre, cette nourriture-là, c'est une preuve d'affection. Donc, le fait que des gens partagent la nourriture sur le centre de la table, ça a notamment une symbolisation d'affection auprès des gens qui sont autour de la table. Puis pourquoi j'insiste vraiment sur le scone, c'est que la personne qui faisait dans le groupe 3 ces desserts-là, elle prévoyait à l'avance faire à la main, de A à Z, from scratch, le dessert en question. Et pendant la séance, il prenait vraiment le temps de manger le dessert. Et il disait comme c'est vraiment bon, on apprécie que tu l'amènes. Ok, là on peut continuer à jouer. On a eu notre festin. Et pour moi, ça signifie, encore une fois, je me répète, là, mais pour moi, c'est primordial, je crois, que dans les groupes de jeux de rôle, peu importe si c'est des chips, des biscuits, peu importe, là, pour avoir une cohésion, il y a du partage. Puis généralement, le partage par la nourriture, ça se fait très bien. Dans ma deuxième section, j'ai des résultats de groupes qui sont, oui, similaires, mais qui sont en soi différents. Donc, bien qu'il y ait des pratiques similaires, cohésives, mais ils ont quand même plein de pratiques qui sont cohésives, mais qui ne sont pas pareilles pantoute, et même parfois se contredisent. Donc, par cette section-là, j'essaie vraiment de démontrer que c'est pas une formule qui s'applique, on va mettre une formule, mais c'est plutôt des pistes de réflexion que j'essaie d'amener ici, se dire, mais mon groupe, moi, ça fonctionne de même, mais on n'a pas essayé ça, peut-être que ça pourrait nous aider. Donc, c'est dans cette optique-là que je vous présente cette section-là. Encore un beau tableau. Donc, dans la structure principale de mes groupes, j'ai vu différentes façons de s'organiser. Dans le premier groupe, il y avait une structure fixe. Qu'est-ce que j'entends par structure fixe? C'est qu'il y avait un horaire clair, qui était toujours le même, une heure qui était la même et claire, même endroit. C'était clair, net et précis. Dès qu'on le sait une fois, on n'a pas besoin de leur poser la question. Donc, on pourrait dire que c'est fixe, que ça ne bouge pas vraiment, puis que c'est là pour tout le monde. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que ça régule le groupe. Le groupe n'a pas à tout le temps se questionner c'est quand, quoi, comment, puis c'est quoi qu'on va faire, là on est rendu où. Au contraire, parce que tout est mis à disposition au groupe, que le groupe n'a pas besoin de se dire « Ah, mais là, c'est quoi déjà? » Non, c'est clair, net et précis. Ça évite l'ambiguïté. Ah, la game est à 7, j'étais sûre que c'était à 8. Non, ça fait plusieurs. Si le groupe 1 se voit 2 fois par mois, toujours même heure, tout le temps, même date. Donc, éviter cette ambiguïté-là. Et il y a une rigueur qui s'amène aussi de séance en séance. Parce qu'évidemment, les objectifs d'un groupe vont varier d'un groupe à un autre. Donc, la performance relationnelle, la performance qu'on veut amener, c'est pas juste comment je vais bien jouer mon rôle, mais c'est comment on va ensemble atteindre le même objectif. Dans l'objectif du groupe 1, on pourrait croire qu'il y a une rigueur de séance en séance, on veut continuer la partie de plus en plus. Tandis que dans les autres groupes, moi, c'est pas ça que j'ai vu du moins. Donc, il y a cette rigueur-là, on est capable de dire, OK, on était rendu là, on va être capable de pallier à la prochaine séance, et à la prochaine séance. Donc, ça donne déjà une meilleure idée où est-ce qu'ils se dirigent, où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, ça, c'est un style en particulier pour le groupe 1. Le groupe 2, j'ai vu qu'il était totalement le contraire du groupe 1.
tu as une structure et une norme très flexible. Donc oui, c'est toujours en même place, toujours sur la même personne, on fait la même chose, mais ô combien que les gens peuvent arriver n'importe quand autour de l'heure, et qu'il n'y a pas de rituel nécessairement de « OK, on commence, laissez un peu, on y va quand ça nous chante ». Et bien que dans la littérature, on dit ben, quand il n'y a pas vraiment de structure fixe, puis qu'il y a trop de flexibilité, mais ça peut amener justement le groupe à être trop flexible, puis pas envie de continuer, parce qu'il n'y a rien pour soutenir tout ça. Et moi, j'ai vu le contraire, en fait. J'ai vu que le fait que le groupe est plus flexible, ben, ils sont capables de continuer, d'année en année, de continuer à jouer. Parce que le fait qu'une personne ne peut pas venir, son set, soit dit en passant, ben c'est pas grave, ils ont été capables de pallier ça en faisant d'autres choses avec le scénario. Ah, telle personne ne peut pas venir, c'est pas grave, on va le revoir la semaine prochaine. Et pour eux, surtout, leur objectif, c'est pas nécessairement de performer ou d'aller en séance avoir un suivi, parce qu'au final, ils pourraient juste abandonner le truc et commencer une autre campagne. Pour eux, leur but, c'est d'être ensemble entre amis, parce que sinon, ils se voient beaucoup moins, et ils se voient en fait pas aussi souvent s'ils ne mettaient pas ces rencontres-là bimensuelles. C'était nécessaire de dire, ben, gars, on veut le plus relax possible, puis plus relax, c'est, on y va dans le à peu près. Donc, aucune pression à performer, on va rester dans un moment de détente, des moments de détente, et des moments mémorables à se souvenir. Tandis que le groupe 3, c'est un peu un mélange des deux. Il y a toute la structure fixe qu'on voit dans le groupe 1, mais ils n'ont pas de date fixe. Et ça, de mon expérience de joueur, j'ai vu que quand il n'y a pas de date fixe, ça a plus de possibilités que ça foire ou qu'il n'y aura pas de continuité. Au contraire, j'ai trouvé que dans le groupe 3, justement parce qu'ils communiquaient beaucoup plus sur les plateformes numériques ou en personne, mais ça faisait que les gens ne vont pas se sentir comme « Oh non, il faut que je vienne jeudi, mais là j'ai un examen la veille, là ça ne me tente pas parce que là je me suis stressée, là je coule mon examen. » Non, au contraire, on est comme « Bon, est-ce que ça marche tout le monde si on le fait jeudi le 23, de telle date à telle date, de telle heure à telle heure? » Oui, parfait, tout le monde est content, tout le monde est disponible, tout le monde est plus disponible, puis justement ça fait plaisir à tout le monde, plus que de se dire « Ok, il faut qu'on le fasse pour le faire, mais au final ça ne leur tente pas. » Donc c'est ce que moi j'ai cru. C'est ce que j'ai cru comprendre de leur structure, ce qui facilite beaucoup plus la dynamique cohésive à l'intérieur. Un autre tableau. Je pense que vous le savez, les groupes de jeux de rôle, il y a beaucoup de hors-jeux, beaucoup de blagues, et des fois un peu trop, des fois pas assez. Moi, ce que j'ai observé dans les trois, c'est totalement une variété, c'est incroyable. J'ai vu dans le premier que c'était plutôt rare les hors-jeux. Puis que s'il y en avait, mais ça ne dépassait pas vraiment une minute. Puis en fait, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on est concentré sur le jeu. On veut jouer. On va se rencontrer à un autre moment donné, ensemble, entre amis, puis on rigolera, mais là, on joue. C'est pas le temps de juste rigoler. Ben, ça leur permet de performer mieux, c'est-à-dire de performer l'histoire, leur objectif premier. Et ben, les taquineries sont accessoires, mais nécessaires. Par exemple, on va taquiner le personnage, mais ça va faire rire, ça va nous amener à vouloir continuer le jeu, puis ça va nous engager un peu plus à continuer dans ce sens-là. Je ne vais pas aller trop loin non plus dans la taquinerie entre personnages, parce que je vais en parler un peu plus tard. Dans le groupe 2, plusieurs états durés plusieurs minutes. Comme je vous ai dit, le groupe 1 est totalement le contraire du groupe 2. Donc, le groupe 2 est centralisé par la blague, les taquineries, les hors-jeux, et c'est même voulu en fait. C'est que, comme c'est des amis qui se voient, pas nécessairement que pour jouer, mais pour rigoler, se détendre, prendre des nouvelles, ben, les hors-jeux sont extrêmement présents. Donc, il y a échange de blagues à référence commune qu'on appelle les inside jokes. Nécessité, selon les joueurs, on m'a dit que s'il n'y avait pas de hors-jeu dans leur game, ben c'est pas le fun, puis ça servirait à rien. Donc, ça pourrait être un jeu de ping-pong à la limite ou du hockey cousin. Ça reviendrait au même que dans le fond, on se rejoint. Puis dans le fond, bon, on le joue pour le fun. On joue depuis des années comme ça, puis on va continuer de jouer comme ça. Ça crée des liens forts, c'est-à-dire que leur lien en tant qu'amis, le fait qu'ils se voient plusieurs fois, qu'ils vivent, ben, ils vont continuer à vouloir rester ensemble des années encore, parce que c'est le jeu qui les unit en premier lieu. Pour le troisième, il y en a plusieurs, mais ils peuvent durer quelques minutes, mais c'est différent du groupe 2. C'est-à-dire que la blague est au centre de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va mettre des jeux de mots, on va faire des noms drôles, des bruits étranges, mais c'est voulu dans l'histoire du jeu.
Donc, on rit, autant hors jeu qu'en jeu, puis ben, ça fait en sorte que les gens, ben, ils sont très créatifs dans ce temps-là, quand ils peuvent rire. Donc, ça les engage dans l'histoire, ça crée des liens forts, tout comme le groupe 2. Mais évidemment, ça crée aussi des liens forts dans le groupe 1. Est-ce que je peux intervenir? Parce que bon, je sais pas, c'est nous autres, on était le groupe 1. En fait, ce que je veux juste rajouter, c'est que, en fait, nous autres, on se voit beaucoup à l'extérieur du jeu. Mais c'est ça. C'est comme donc, vous voyez. c'est ça. Il faut se centrer plus sur le jeu parce que quand on se rencontre pour jouer, c'est ça qu'on veut faire, alors que si on veut aller au cinéma, on va se le faire, on va le faire ensemble. Exactement. Puis pour les autres groupes, c'est pas tout à fait pareil. C'est beaucoup moins présent, par exemple, que ton groupe, par exemple. Donc, j'en étais où les liens forts. J'ai pas marqué les liens forts dans le groupe 1, mais je le sais que vous aviez des liens forts. Les deux. Donc, ça motive les joueurs à rester, parce que s'ils rient tout le temps, ben, ça leur donne envie de rester. La prise de décision, oh là là, quand on doit prendre des décisions sur comment faire un combat, comment on va faire notre spell, comment on va se prendre pour infiltrer une place, il faut toujours prendre des décisions dans un jeu de rôle, puis il faut toujours qu'on fasse des plans, des trucs comme ça. Donc, inévitablement, il y a une prise de décision à faire. Et les prises de décision étaient totalement différentes d'un groupe à l'autre. Le premier groupe, c'était une analyse de toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'ils se voyaient un peu plus au niveau méta. Ils se disent, OK, mon personnage, il fait plus ça, donc peut-être qu'on devrait faire ça. Donc, ils voyaient tous les côtés positifs de chaque personnage, puis essayaient de le mettre en branle. Donc, au lieu de faire chacun leur bord, ils mettaient toute une mise en commun, puis ils disaient, OK, on va fonctionner comme ça. Ça a comme conséquence que les idées de tout le monde sont prises en considération. Donc, chacun peut contribuer, ce qui est le fun, parce que si tu ne te sens pas contribuer à l'équipe, ben, ça ne te tentera pas de revenir et de contribuer. Il y a un esprit collaboratif, donc les jeux de rôle, c'est des jeux de coopération à la base. Donc, si on crée une compétition, juste une compétition, ben, les gens, ça ne leur tentera pas nécessairement de collaborer. Ce qui peut amener justement, comme à un moment donné, c'est plus fun finalement. On parle d'objectifs. Ouais, c'est ça. Donc, on considère les forces et les faiblesses, ce qui fait que, ben, à un moment donné, on joue le meilleur possible dans la fonction de continuer dans le jeu. Dans le deuxième, il y a un remue-ménage des idées et la coordination du maître de jeu. Grosso modo, c'est que bah, on y va un peu, grosso modo, on pitch nos idées, puis à un moment donné, quand il y a des idées qui commencent à se mettre en place, ben, tu as le maître d'un jeu qui se dit, OK, bon, OK, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, on essaie de le placer comme ça, puis on y va. Ce qui fait que ben, ça valorise encore une fois l'opinion de tout le monde, ce qui est assez chouette. Mais il y a une structure claire des idées par le maître de jeu, parce que si on fait juste pitcher des idées, ben, tu peux pitcher des idées pendant 3 ans, mais il n'y a rien qui va se passer. Donc, le fait qu'il y ait quelqu'un qui régule ça, ben, ça fait en sorte que c'est clair, net et précis. Puis la structure, dans le chaos que peut être le 2, des fois, ben, ça peut les amener justement vers une idée, une structure plus claire. Puis ça soutient les joueurs. C'est-à-dire que si les joueurs se sentent perdus, puis ça fait 2 heures qu'on fait juste du brainstorm, ben, ils vont se sentir soutenus par leur même groupe. 3, c'est collaborer ensemble et discussion ouverte. Donc, ben, eux, ils ont eu leur personnage, il y avait des petits conflits à l'intérieur, ils n'étaient pas d'accord après la plupart du temps. Et moi, j'ai marqué, il fait la pensée groupale, c'est que la pensée groupale, c'est un phénomène que quand dans un groupe, tout le monde est d'accord, ben, ça fait qu'à un moment donné, il n'y a plus une grande cohésion parce qu'on fait juste dire oui, 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 puis à chaque fois que quelque chose ne va pas, on fait juste mettre ça sur la faute de quelqu'un d'autre. Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de vraie cohésion, on fait juste dire non, on ne va pas faire vraiment d'innovation ou de création d'idées, on va juste y aller. Donc, tandis que le fait qu'il y avait un conflit entre les personnages, ça amenait que, ben, il y avait toujours non, moi je suis pas d'accord parce que voici mon idée. Ah, mais moi je suis pas d'accord parce que mon idée. Donc, il y avait toujours une construction de je suis pas d'accord, donc ça mettait la table pour le pour et le contre. Genre, si on mettait le pour, si on check in, check out pour un des deux. Donc, ça revenait à ça. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant parce que le fait qu'il n'était pas d'accord, ben, ça amenait qu'il ne disait pas tout le temps oui. C'était génial. Et contribution, conflit cognitif et pas affectif. C'est que quand on parle de conflit cognitif, c'est justement une prise de décision, par exemple, ce qui est bien pour la cohésion, parce que ça évite la pensée globale, comme je viens de dire au préalable. Mais les conflits affectifs, genre j'aime pas sa face, donc je l'aime juste pas, ben ça contribuera pas à une cohésion d'équipe parce que tu l'aimes juste pas par un aspect de sa personne. Ce qui fait que ça devient, c'est pas super. Donc les conflits, quand on dit oh non, faut éviter les conflits, non, des fois ils peuvent être excellents pour un groupe. Donc ma dernière partie, c'est les dynamiques en jeu et hors jeu, parce que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre comment les gens jouent ensemble, mais pas juste les joueurs. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'histoire? Est-ce que ça a un impact sur un ou sur l'autre? Donc, cette section-là, moi, je me suis vraiment penchée sur cette création en fait, de cohésion par
par le enjeu. Et oui, donc en premier lieu, il y avait les résumés des parties. Je pense que, je ne sais pas si c'est comme ça dans vos groupes, mais au début de chaque séance, on essaie toujours de faire un résumé de ce qui a été dit ou ce qui a été fait dans les autres séances, tout simplement parce que ça nous remet dans le bain. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça crée un engagement et une motivation. Le groupe 1, notamment, ils prennent vraiment 15 à 20 minutes à se dire « OK, il s'est passé ça, j'ai enregistré la séance au préalable pour pouvoir bien faire le PV de la séance passée. Et de ce PV-là, on constate que « Ah, mais je vous rappelle aussi qu'il y avait telle affaire, vous vous souvenez, il y a 5 parties. » Donc, ça ramenait en fait les gens non seulement dans le « Ah oui, c'est vrai », mais ça les rappelait aussi comme « Ah oui, je me souviens », un peu une nostalgie-là. Donc, ça les ramenait tranquillement dans le monde, mais c'est aussi que ça permettait de se dire « Ah, on est rendu ». Ce qui était très intéressant. Puis, contrairement aux autres groupes, justement, c'était carrément si on racontait une histoire. On raconte comme vous vous souvenez, il s'est passé ça, puis tel personnage, tel truc. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'on amène aussi cette attitude ludique-là au sein du groupe. L'attitude ludique, c'est que quand on est capable, justement, de se dire, OK, on est capable d'oublier le monde extérieur qui est notre vie et de s'amener dans un autre monde qui est le jeu de rôle. Et là, on amène par le récit, par le résumé, cette excitation-là à aller dans le jeu. Dans les autres groupes, notamment le deuxième groupe, c'était un 5 minutes sur le bord de la table. Ah ouais, il s'est passé ça, moi je pense qu'il s'est passé ça, je me souviens que ouais, ok, c'est bon. Puis 5 minutes plus tard, ah attends, on n'avait pas dit ça aussi l'autre fois, ah mais attends. Donc ça prend un peu plus de temps avant qu'on contribue et qu'on continue et qu'on avance finalement vers l'histoire. Donc oui, ça peut paraître long pour certains, 15-20 minutes, mais je pense que ça vaut la peine de mettre la table comme il faut pour justement éviter de se dire qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois, plutôt que le groupe 2 qui se disait oh ouais, on co-construit en fait la façon qu'on amène. C'est comme oui, effectivement, mais ça peut prendre un peu plus de temps justement s'installer dans cette attitude-là, ludique. Et le troisième groupe, c'est OK, on allume les chandelles, on met la musique, on tamise les lumières à la limite, et là, le maître de jeu parle et on rentre dans l'histoire. Donc, c'est peut-être pas 15 minutes, mais au moins, comme je disais, contrairement aux deux, on n'est pas dans le « ouais, fait qu'on joue, là, fait que c'est 5 minutes, là, go, voilà, c'était le résumé », mais on est dans une attitude différente peut-être du groupe 1, mais on essaie d'enchanter les joueurs, de se rappeler, vous vous souvenez, il y avait ça, puis « ah oui, c'était vraiment drôle, ça », puis on se ramène justement encore dans cette attitude ludique-là, puis on s'engage beaucoup plus facilement dans la partie de jeu. Tantôt, je vous parlais des fameux artefacts symboliques. Le résumé, moi, je le perçois comme un artefact symbolique. Le fait qu'on peut, mettons, le garder sur un drive, par exemple, ou que la personne, justement, crée un imaginaire collectif dans lequel on se dit « Ah, c'est trop génial! » Là, vous vous demandez pourquoi, genre, il y a le Saint Graal et tout ça. C'est tout simplement parce que c'est une mine d'or, des artefacts symboliques. C'est comme d'une histoire, on peut créer plein de petites variétés. Par exemple, le fait qu'on écrive sur papier, par exemple, les résumés, puis on garde ça comme dans un livre et on garde précieusement comme les histoires de notre groupe. Ou j'ai mis une BD ici qui sort plutôt mal, là, désolé, mais c'est une personne dans le troisième groupe, elle faisait des BD pendant que les gens y jouaient. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était le résumé, un peu les highlights de ce qui s'était passé comme moment drôle et fort durant la partie de jeu. Donc, elle faisait le dessin et elle présentait ça au reste du groupe. Ils font comme « Ah oui, on a fait ça, ça doit être drôle ». Puis le fait que c'est sa touche personnelle aussi en tant que personne qui dessine, évidemment, ben, ça rajoute un « Oh mon Dieu, tu l'as vu comme ça, c'est tellement vrai que finalement c'est le même ». Puis non seulement c'est pas le jeu, mais ça rajoute du lore encore plus au jeu. Ce qui nous permet de s'identifier aussi beaucoup plus aisément dans un groupe où est-ce qu'on crée des artefacts comme ça qui nous parlent directement, que si on fait juste comme bon. Je ne dis pas que de ne pas en créer, ça ne va pas créer de cohésion, évidemment, mais je dirais que le fait de créer ces artefacts-là, c'est symbolique, non seulement dans l'attitude qu'on va avoir envers le groupe, mais la dynamique cohésive que ça peut engendrer par l'identification qu'on fait auprès du groupe. Je vous ai parlé des relations personnages et entre joueurs, l'humour et le conflit. Ce que moi, je voyais souvent, constamment en fait, c'est que quand je voyais ça en jeu, ben, il arrivait ça en hors-jeu. Donc, quand il arrivait ça en personnage, c'est-à-dire deux personnes qui se battent, qui sont pas contents, qu'il y a du conflit, ben, je voyais ça aussi, les joueurs qui étaient comme « ha 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 ». Donc, par exemple, dans le groupe 1, ben, il y avait une personnage qui était différente du reste des autres personnages.
Et ce qui arrivait souvent, c'est qu'elle était en fait victime de certaines blagues, puis des fois j'étais comme oh mon Dieu, sinon même pas fin d'être méchant comme ça avec cette personne-là. Puis moi j'étais comme elle prend-tu bien finalement, c'est la seule femme parce qu'elle prend bien. Et au contraire, non seulement elle en riait en jeu, mais elle en rajoutait même en jeu. Donc elle était comme ah, là elle en rajoute, puis là après c'est des clas de rire, puis les gens trouvent ça drôle. Mais c'est quand même se dire wow, c'est intéressant de voir que dans la vie, on essaie d'éviter le conflit absolument, mais qu'en jeu, ça rajoute en fait une couche supplémentaire de c'est donc bien fun. Ah, puis là, on se tease un peu. Ah, ben là, j'avais pas vu que je pouvais faire ça. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que c'est pas juste OK, on fait du point A au point B, puis c'est plat. Il y a une nuance supplémentaire. Puis dans le groupe 2, justement, quelqu'un m'avait expliqué ça et je trouvais ça magnifique, c'est que depuis le jour 1 de leur campagne jusqu'à aujourd'hui, ben, le jour 1, là, tout le monde se détestait, tout le monde trouvait ça, se pilait dessus, personne ne s'aimait, toutes les différentes personnalités de tout le monde, c'est comme ça, mais éventuellement, ils ont tous eu le même objectif. Puis ils ont appris à s'entraider, ils ont appris à s'aimer un peu plus, puis à avoir des affections, donc je me dis, ben, dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça qu'on fait, nous les humains, fait que de le faire à l'intérieur d'un jeu de rôle, ben, c'est encore plus significatif aussi. Donc ça, je trouvais que le fait qu'on peut absolument éviter les conflits, ben, affectifs, comme je vous ai dit tantôt, peut-être. Mais les conflits, le fun comme cognitif de ce genre-là, assurément, allez-y, ça peut valoir la peine. Si on peut passer. Oui, je voulais passer aussi rapidement sur les univers, les systèmes de jeu. J'en suis presque à la fin, inquiétez-vous pas. Je trouvais que c'était vraiment intéressant, cette double dynamique qui est la dynamique des gens en jeu et des gens hors jeu. Évidemment, je vous simplifie aujourd'hui parce que je pourrais en parler pendant 3 heures, mais je vous simplifie un peu plus. Et je me suis dit, c'est vraiment important de prendre en considération les systèmes et les univers de jeu. Tout simplement parce que ça peut changer une dynamique complètement d'un groupe à un autre. Parce que le contexte, à mon avis, c'est ce qui va favoriser en fait une cohésion, mais ce qui va aussi favoriser l'engagement et que les gens se tiennent ensemble à travers le temps. Le premier groupe s'est intéressé aux hackers. Tout simplement, moi, ce que j'ai perçu, c'est que les gens étaient plus prompts justement à être créatifs, à essayer d'innover, d'essayer de dire « Hey, j'ai pensé à ça, c'est-tu correct? » Puis au lieu de dire « Non, je veux que tu fites dans ma boîte », mais le maître de jeu est plus du genre « Explique-moi, va plus loin avec ça. » Et ce qui donne des parties intéressantes, beaucoup plus nuancées. On va aller dans une granularité même, puis c'est ce que je trouve drôle, c'est que maintenant les gens vont pas nécessairement dire ok je vais faire une copie de moi mais en jeu de rôle, mais plus comme hey, c'est une personne qui peut être totalement différente de moi mais je m'y attache vraiment beaucoup à ce personnage-là, puis j'aime ça les jouer, puis j'aime ça venir voir les gens, puis ça va être toujours dans cet aspect créatif-là dans lequel ils vont se trouver, ce que j'ai trouvé pertinent. Le deuxième groupe jouait à Mage, et on sait qu'à Mage c'est beaucoup pour qu'on pense à comment on peut faire nos pouvoirs sans se tuer en faisant des paradoxes. Donc, au début, il me semble que ça fait genre des heures qu'on juste faire des plans, c'est plate. Mais au contraire, le but, là, c'est justement comment on peut être le plus hot possible dans notre plan sans éviter de manger du damage. Et là, c'est là que j'ai fait, ah, ok, donc c'est intéressant pour eux de se dire, ok, là on se fait un brainstorm d'idées, c'est donc bien le fun, puis on échange là-dessus. Donc, s'il avait été, mettons, dans un autre setting, peut-être qu'il aurait fait totalement autre chose. Et c'est pourquoi le maître de jeu qui est présent avec eux et qui les aide à les structurer, malgré que c'est des gens un peu plus chaotiques, ça les aide probablement beaucoup plus dans un système comme ça. Et le dernier groupe jouait à excusez mon suédois, Zweihander. Et en fait, c'est un jeu très lugubre dans le médiéval fantastique. Et grosso modo, si on ne joue pas ensemble ou on ne collabore pas ensemble, ben, c'est facile de mourir. Les joueurs, au début, il y avait un personnage qui se foutait un peu du reste du monde, puis un moment donné, ben, il a constaté « Ah, j'avoue que si les gens ne sont pas avec moi, ben, je meurs. » Donc, on va essayer de voir comment on peut collaborer ensemble. Donc, c'est soit que ça peut devenir un groupe dysfonctionnel assez rapidement, ou ça peut devenir le meilleur groupe cohésif que vous avez jamais vu. Donc, c'est hot dans ce sens-là, de se dire « Bon, ok, c'est super lugubre, on va peut-être mourir, fait qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour s'éviter de mourir tout ensemble et d'être le plus cohésif possible. » Ben, qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est ma conclusion. Donc, différents groupes égale différentes manières de promouvoir la cohésion. Ça, je pense que c'est clair. Donc, pas une formule, mais bien un contexte. Les contextes peuvent varier en âge, en la façon de jouer, où est-ce qu'on habite, etc. Donc, plusieurs contextes, différentes manières de jouer.
Il faut communiquer, essayer des choses. Donc, si ça fait des années que ça marche de même, ben, posez-vous la question, ben, peut-être que ça serait le fun de bouger un peu. La nouveauté, ça peut vraiment agrémenter vos parties, puis ça peut vous permettre d'innover encore plus. Donc, oui, c'est ça, j'ai marqué le contexte en jeu et le contexte hors jeu. Si, admettons, vous dites, ah, il me semble qu'on est toujours de la marde ensemble, pourquoi? Bien, peut-être que vous êtes de la marde aussi en jeu, puis que ça se traduit aussi dans le hors-jeu. Donc, essayez de voir comment on peut changer ces dynamiques-là. Un peu de nourriture peut vraiment faire des miracles. Moi, je suis convaincue que de la nourriture, il faut en avoir sur une table de jeu. Puis surtout, il faut avoir du plaisir. Parce que si vous vous dites, ouais, on fait tout ça, puis on n'a pas de plaisir, ben, j'ai rien à vous dire que c'est juste peut-être pas pour vous. Mais pour vrai, c'est mon opinion, c'est que si vous n'avez pas de plaisir, ben, peut-être que l'objectif de chacun d'entre vous n'est peut-être pas le même aussi. Mettons, la personne dit, je ne veux que jouer, et l'autre, c'est, je ne veux que faire des hors-jeux une fois de temps en temps, ben, il faut trouver un compromis entre les deux. Sinon, à mon avis, ça ne fonctionnera juste pas. Oui, merci. Fait que, qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Ben, on veut plus de recherche, s'il vous plaît. On veut des gens un peu comme moi, casse-cou, qui s'en vont chez les gens, qui disent, je peux-tu vous filmer? Donc, il en faut plus, mais aussi plus de groupes naturels. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste des gens en laboratoire, on veut des groupes, puis on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans les groupes. C'est que préliminaire, mais je le sais que c'est pas assez ce que j'ai fait. Je sais qu'il faut aller creuser plus loin dans différentes avenues, notamment étudier des groupes différents. Moi, il est très homogène, mes groupes, même s'il y avait des pratiques différentes. Le fait que mes critères étaient tellement clairs, nets et précis, mais ça fait que les gens étaient un peu tous pareils. Il y avait, oui, la diversité au niveau des genres, mais il n'y avait peut-être pas assez de diversité au niveau culturel ou autre sorte de diversité. Plus de femmes, oui. On veut aussi des femmes qui sont des meneuses de jeu, parce qu'ils ne sont pas assez représentés, à mon avis, et même les joueuses ne sont pas assez représentées. Et moi, je joue la carte féministe à fond. Je veux dire, moi, je prends ça en considération. Puis, si un jour quelqu'un veut le faire là-dessus, ben, il y a une mine d'or à trouver là-dedans, j'en suis certaine. Et il faut sensibiliser les joueurs à la recherche. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand on fait signer une certification éthique, pour moi, c'est un big deal. Pour les joueurs, c'est je m'en fous, c'est mon jeudi soir, mon mardi soir, peu importe. Mais des gens qui ne comprennent pas comme tout ce que ça signifie derrière la patente. Donc, pour moi, c'est comme non, c'est vraiment important que tu comprennes ce que je fais, puis ce que je m'en vais faire avec. Puis, donc, ça va un peu avec l'hospitalité que je disais tantôt, là. Mais, tu sais, je pense qu'il faut les sensibiliser, puis ça va peut-être justement les amener à promouvoir un peu plus la recherche, puis donner plus. C'était fini.